Alors, on va commencer avec une idée qui est fondamentale et même un peu dérangeante. L'idée que le monde nous juge bien avant qu'on ait pu dire un seul mot. Et c'est justement cette idée qu'on va explorer ensemble. La source de cette analyse le dit cash, sans détour. C'est un peu comme si, dans le grand théâtre de la vie sociale, la première impression n'était pas juste une formalité. Non, c'est une sorte de sentence qui tombe, en silence, avant même que le rideau se lève. Et si on retournait complètement le problème? L'idée centrale ici, c'est que la pauvreté, ce n'est pas d'abord ce qu'il y a sur le compte en banque. Non, c'est avant tout une série de signaux qu'on émet, souvent sans même s'en apercevoir. Bon, voilà notre feuille de route. On va d'abord essayer de comprendre ce fameux jugement silencieux. Après ça, on va décortiquer un par un les signaux qui le déclenchent. Et on finira sur un paradoxe qui, vous allez voir, est assez fascinant. Ce n'est pas nouveau, hein. Les stoïciens, il y a des siècles, l'avaient déjà compris. Notre premier jugement, ce n'est pas une grande réflexion philosophique. C'est un réflexe, un pur réflexe de survie, une évaluation qui se fait en un éclair. Et cette phrase de Marc Aurèle, c'est vraiment la clé de tout. Elle nous rappelle une chose essentielle. Dans nos premières interactions, la réalité brute, objective, elle pèse finalement très peu face à la perception. Et cette perception, elle se cristallise en un instant. Regardez bien ça, c'est assez parlant. On aime à penser qu'on évalue l'intelligence des gens, leur moralité, mais en vrai, notre cerveau primitif, lui, il se pose des questions beaucoup plus directes. Est-ce qu'une menace? Est-ce qu'un poids? Est-ce que je peux ignorer cette personne sans danger? Et ce sont les réponses à ces questions qui dictent tout le reste. Alors, le premier signal, le plus flagrant, c'est notre présence physique. C'est notre rempart extérieur, si vous voulez. La toute première chose que les autres voient de nous. L'analyse utilise une métaphore vraiment forte. Notre corps, c'est notre citadelle extérieure. Et si cette citadelle a l'air un peu à l'abandon, eh bien le message envoyé est limpide, un manque de contrôle sur soi-même, et par extension, un manque de contrôle sur tout le reste. Et là, on voit parfaitement les deux extrêmes. D'un côté, on a une posture qui semble presque s'excuser d'exister, et de l'autre, un calme, une assurance, qui sont immédiatement interprétés comme une forme de puissance. C'est quasi instantané. Tout commence donc par des choses très concrètes, très physiques. En maîtrisant juste ces trois éléments, on commence déjà à modifier radicalement le message qu'on envoie au monde. On passe maintenant à un signal plus subtil, mais qui peut être tout aussi dévastateur. Le langage, ou pour être plus précis, ce que l'analyse nomme le langage de la pauvreté. Épictète nous donne une piste essentielle. La vraie force, elle ne se trouve pas dans un flot de paroles continues, non. Elle est dans la capacité à se taire. Le silence, ici, devient un outil et non pas un vide angoissant qu'il faut combler à tout prix. Le contraste, là encore, est saisissant. Parler trop, ça trahit un besoin de validation, une recherche d'approbation. À l'inverse, savoir manier le silence, ça installe tout de suite une dynamique de pouvoir complètement différente. Et le plus fascinant dans tout ça, c'est que lorsqu'on applique ces principes, eh bien ce sont les autres qui se mettent à parler plus pour combler le vide. Et souvent, c'est pour chercher notre approbation. Le jeu s'inverse. Allez, on continue avec les 3 derniers signaux. Ils sont peut-être plus subtils, mais ils sont tout aussi cruciaux pour compléter le tableau d'ensemble. Le troisième signal, ce sont les détails. Un écran de téléphone fissuré, des chaussures pas très propres. Ces petites choses envoient un message puissant, celui d'une tolérance au désordre, au chaos. Et ça laisse supposer que ce même désordre règne dans d'autres domaines de la vie. Pour le quatrième signal, le regard. Sénèque résume tout parfaitement. Un regard stable qui ne cherche ni l'approbation ni la confrontation. C'est très déstabilisant pour l'interlocuteur. Ça intrigue et ça finit par forcer le respect. Et enfin, le dernier signal, il est social. L'idée est simple, presque brutale. On nous juge à l'aune de notre entourage. Être constamment associé à des gens qui se plaignent, qui se posent en victime, ça finit par déteindre sur notre propre image. C'est une contamination par association. On en arrive maintenant à l'idée la plus forte, le cœur de cette analyse, le paradoxe de la dignité. Comment, en changeant ces signaux extérieurs, on finit par se transformer de l'intérieur et par changer la perception que le monde a de nous. Les stoïciens, eux, avaient une expression pour ça, l'alignement du rôle et de l'âme. Attention, l'idée n'est pas de faire semblant, pas du tout. C'est plus comme un entraînement. En jouant le rôle, on finit par devenir ce rôle. On agit d'abord et on est ensuite. Et c'est là que tout se joue. En éliminant un par un ces signaux de pauvreté, la façon dont le monde nous perçoit et nous traite change du tout au tout. Et ce nouveau regard que les autres portent sur nous, il finit par nous transformer nous-mêmes, de l'intérieur. Et on termine donc sur cette idée qui renverse la table. Il ne faut pas attendre d'avoir les ressources pour agir avec dignité, c'est l'inverse. C'est la dignité en elle-même qui est la ressource première, celle qui va attirer tout le reste. La vraie question n'est donc pas qu'est-ce qu'on possède, mais bien quel rôle on décide de jouer.